bonsoir à tous. On va démarrer, ce live, je vais y arriver. Pardon, bonsoir à tous, on recommence. Bonjour, bienvenue dans cette salle cloud où on va parler une introduction au FinOps par Google Cloud et qui mieux que ça que, notre ancien directeur technique groupe qui aujourd'hui est, le leader de la practice lead de GCP, bien tout fraîchement venu de Nantes en tout cas, j'invite, Julien Landuré à venir nous parler de FinOps. Bonjour Julien, comment vas-tu? Hello, hello. Ben, ça va bien. Et toi? Eh ben, écoute, très bien. En tout cas, j'ai hâte que tu nous parles de FinOps, ça va être très chouette. Je te laisse la parole donc jusqu'à 19h45 à peu près. N'hésitez pas à aller voir les questions à la fin. Bref, je vous laisse en bonne compagnie et Julien, je te laisse toute la main. Bah, bonne chance à toi et bonne talk à toi et bonne présentation. Salut! À tout à l'heure. Allez, on va partager les slides. Je te laisse les mettre. Non. Ah, voilà. Parfait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est là du coup pour ce moment Best of Technosaur pour parler du coup dans la salle cloud de FinOps. Alors l'idée du talk, c'est de présenter un petit peu ce que c'est le FinOps. D'ailleurs, on dit peut-être la FinOps, je ne sais pas. C'est toujours la question, est-ce qu'on dit le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Mais bref, on en entend de plus en plus parler. Et l'idée, du coup, c'est de faire une présentation qui montre un peu les tendances dans les nouvelles organisations. L'idée, c'est un peu aussi de retracer le chemin et puis d'essayer de voir côté Google Cloud comment on peut essayer d'appliquer certains de ces principes. Hop. Juste aussi en introduction, sachez que la présentation va durer un peu moins de 45 minutes, mais il y a une phase après de questions-réponses, donc n'hésitez pas après à rester pour pouvoir échanger avec moi sur ce que j'aurais présenté. Donc, je m'appelle Julien Landuré, je m'occupe de la practice cloud côté Zenica. Vous pouvez me suivre sur gilandur.dev ou aussi sur mon handle Twitter ou LinkedIn Gilandur. Voilà, je m'occupe de différentes choses côté Zenica, surtout côté cloud. Je suis le monde du cloud depuis pas mal de temps. Et puis, j'ai d'autres casquettes aussi communautaires. Donc, je co-organise aussi le GDG Nantes et le DevFest Nantes. Et puis, j'ai une autre casquette communautaire qui m'est prêtée par Google. Je suis Google Developer Expert sur la partie cloud de Google, de par mes contributions, talk et blog sur ces sujets-là. Allez, pour commencer, on va revenir un petit peu dans le passé pour expliquer un petit peu, moi, mon background. Donc, j'ai toujours été un peu, je dirais, dans le monde du cloud, dans le sens où j'ai découvert un pass en 2011 qui existait côté Google Cloud et qui permettait en fait de déployer des choses. Donc, je faisais beaucoup de projets pour des assos, des side projects. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je trouvais assez incroyable de ne pas avoir géré des serveurs. Et puis après, les années qui ont suivi, il y a eu toute une démarche DevOps, containerisation, microservices, sont des choses du coup qui sont arrivées et qui ont été aussi poussées, amenées sur le cloud. Aujourd'hui, côté Zenica, j'ai pas mal d'organisations assez structurées autour du cloud, que ce soit Zenica, mais aussi des clients, que ce soit sur des sujets FinOps ou des sujets Google Cloud globalement. L'idée du FinOps, on va le voir, l'idée c'est aussi de travailler évidemment sur sa facturation, mais il n'y a pas que ça qui est important, et on va regarder un petit peu en faisant un petit tour du FinOps, ce que ça représente. Alors, un petit rappel, ça fait un petit moment un peu self-marketing, mais j'ai écrit un article de blog sur un petit peu les différentes stratégies de déploiement, et vous allez comprendre un petit peu pourquoi j'en parle. En fait, aujourd'hui, quand on va sur le cloud, on a différentes possibilités pour déployer ces applications et son SI. La première qu'on appelle RIOS, c'est de réutiliser des choses qui correspondent en fait à ce qu'on fait déjà en hosting. Donc souvent, ça peut être des VM. Replatform, ça va être potentiellement de réutiliser des nouveaux concepts, comme au lieu d'héberger une base de données SQL, pouvoir profiter d'un cloud SQL. Côté refactor, rebuild, ça veut dire qu'on va retoucher un petit peu à son code, voire rebuilder totalement son code. Et puis replace, c'est toujours l'idée de se dire, est-ce que finalement cette application, je dois la garder moi-même ou est-ce que je ne peux pas l'externaliser en utilisant peut-être un produit SaaS qui existe sur étagère et qui ferait quelque chose d'au moins aussi bien que ce que j'ai besoin. Donc toujours la logique aussi de build versus buy, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il faut construire quelque chose pour son système d'information et quand est-ce qu'on achète quelque chose plutôt sur étagère pour le prendre et le mettre à disposition. Une fois qu'on a dit ça, c'est important aussi de comprendre quand on introduit un petit peu le cloud, le différent spectrum qui existe dans le monde du calcul, donc du compute. On a vraiment sur la partie gauche toute la partie IaaS, Infrastructure as a Service,
une partie au milieu qu'on appelle PaaS, plateforme de service, et une partie tout à droite qui est la partie FaaS et SaaS. Ce qu'il faut comprendre dans la partie IaaS, c'est qu'on est vraiment dans l'idée d'avoir de la VM, donc un truc assez classique où on va avoir quelque chose de disponible, du CPU, de la mémoire et un OS qui est disponible. Le second élément après, c'est tout ce qui est Kubernetes, donc avec le monde de la conteneurisation qui est arrivé, notamment avec des produits comme Docker par exemple. Et puis, on a Kubernetes qui s'est vraiment imposé comme étant l'état de l'art pour pouvoir orchestrer nos conteneurs, nos éléments. Un point qui existe depuis pas mal de temps, c'est App Engine, avec un équivalent qui permet de supporter aussi la containerisation et qui est très mis en avant par Google dernièrement, qui est Cloud Run. Et puis, le dernier item qu'on a, c'est les Cloud Functions. Ce qui est intéressant de voir, c'est que côté compute, on va déposer, je ne sais pas, si on est dans le monde Java, par exemple, un jar, mais il va falloir ajouter le runtime Java, choisir son CPU, sa distrib, Linux, ce genre de choses. Côté Kubernetes, ce qui nous est mis à disposition, c'est vraiment un cluster. Donc, on va taper un certain nombre de commandes kubectl, kubecontrol pour pouvoir déployer ces éléments. Côté App Engine, Cloud Run, on va plutôt donner son code, puisque Cloud Run, du coup, peut construire directement un conteneur avec le mécanisme de build pack à partir de votre code. Donc, on va vraiment donner un code d'une application en entier et Google Cloud va l'héberger. Et puis, le dernier niveau, Cloud Function, où là, on va être plutôt sur quelque chose de plus unitaire, orienté événement et un peu plus restreint. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a vu qu'il y a différentes stratégies de déploiement. Et du coup, en fonction de là où on en est dans sa maturité cloud et la façon dont on veut déployer, on ne va pas utiliser tout à fait les mêmes produits. Et pourquoi je vous présente un petit peu les différents produits? C'est pour vous expliquer aussi les différents modèles de pricing qui sont disponibles. Donc, côté IaaS, on va avoir vraiment un modèle pay for what they allocate, donc un petit peu un pay as you go dans le modèle, c'est-à-dire que une fois qu'on a démarré sa VM ou son cluster Kubernetes, on va payer pour les ressources qu'on a démarrées. Mais peu importe un petit peu le nombre de requêtes, par exemple, qui viennent dessus. Alors que dans le monde du serverless, on est plutôt à pay for what they use, plutôt par rapport à ce qu'on utilise réellement. Okay, donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'assez intéressant à comprendre déjà quand on introduit un peu le FinOps dans le monde du cloud. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi on ferait la différence entre ces deux parties? Parce qu'on va avoir des mécanismes disponibles côté Google Cloud avec des choses qui existent en standard et des choses qu'on va pouvoir mettre en place. Premièrement, dans le monde de la VM. Donc, le monde de la VM, c'est l'idée un petit peu de reproduire ce que vous aviez potentiellement sur des serveurs dédiés, on-premise, ce genre de choses, d'avoir du coup vraiment l'aspect, je choisis mon noyau, la distribution, j'ajoute mes dépendances. Je reprends l'exemple tout à l'heure de Java, donc avoir le runtime Java par exemple, ou runtime Node.js, que sais-je. Et puis, je vais déposer mon code pour qu'il soit exécutable. Donc, quand on fait ça, on comprend bien du coup que ce qui est alloué, du coup, c'est une machine avec du CPU, de la mémoire, du disque. Voilà, on va le placer dans un réseau particulier. Donc, on va payer un petit peu pour tout ça. Dans le monde des conteneurs, c'est un peu différent, mais finalement, ça ressemble un petit peu, puisque sur GKE, finalement, on va avoir une notion de control plane, donc qui est indiqué master là, qui va piloter un certain nombre de nœuds. Et ces nœuds, finalement, en dessous, ça reste finalement du compute. Okay, donc, on a une petite différence, c'est qu'on ne va pas forcément avoir besoin de contrôler vraiment dans notre conteneur le kernel, sa mise à jour, etc. On va plutôt déployer juste son image Docker, par exemple, avec l'ensemble de ses dépendances et son application dedans. Donc, on va dire que c'est un peu différent, mais il faut comprendre qu'en dessous de tout ça, on a des VM qui tournent, finalement. Alors, le premier truc qui est intéressant déjà, c'est que côté Google Cloud, les différents produits, ils ont un billing qui est à la seconde. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Google était un des premiers, du coup, à proposer cet élément-là. Dans l'histoire, du coup, du monde du IaaS, au début, il y avait une facturation côté EC2, par exemple, c'était à l'heure. Après, ils sont descendus à la minute. Et Google Cloud était le premier à descendre à la seconde. Donc, on voit, du coup, rien que déjà cette partie-là, on voit qu'il y a des choses qui évoluent. Donc, ça aussi pour dire que peu importe l'introduction que je fais aujourd'hui dans le domaine du FinOps, peut-être que dans 6 mois, il y aura encore beaucoup de choses qui auront évolué par rapport à ça. Donc là, on trouve différents produits qui sont démontrés, qui sont avec une facturation à la seconde. Par exemple, des outils comme Dataproc pour faire du Hadoop quand on fait du Big Data sur Google Cloud. Et du coup, on va avoir un modèle où on peut démarrer et arrêter les clusters et du coup, on sera facturé à la seconde.
Si je reviens à Compute Engine, je vous l'ai expliqué, l'idée c'est de choisir du coup des éléments, donc du CPU, du disque. On va avoir le choix entre différentes images disponibles, que ce soit de Windows Server ou du Linux, ce genre de choses. Donc on est vraiment dans le monde du IaaS. On va pouvoir aussi configurer tout un tas de choses en termes de disque. Voilà, est-ce qu'on est sur du disque normal, du SSD? Est-ce que voilà, il est automatiquement avec des snapshots? Enfin bref, il y a tout un tas d'options disponibles par rapport à ces éléments-là. Il propose aussi des machines types qui sont, on va dire, sur étagère. Ok, donc là, il y a une petite capture d'écran selon la charge de travail. Donc, est-ce que c'est quelque chose, voilà, une charge de travail classique, générale sur la partie gauche, ou des choses qui sont, par exemple, optimisées pour avoir beaucoup de mémoire, ou alors beaucoup de CPU et peu de mémoire. Tout ça pour essayer d'avoir un petit peu un large choix dans la sélection de nos VM. Donc là, on est toujours dans le monde du IaaS, je rappelle, plutôt dans le monde GKE avec du compute en dessous pour les nœuds, ou alors directement GCE, Google Compute Engine, qui est du coup les VM disponibles. Une fois que j'ai dit ça, c'est bien beau, mais il y a pas mal de clients aussi qui étaient revenus au côté Google Cloud pour indiquer, bah ouais, mais je peux avoir une notion aussi de sous-utilisation d'une VM. Donc je vais démarrer peut-être une machine N2 quelque part dans une zone, et puis je m'aperçois au bout d'un certain temps que bah, je ne l'utilise pas énormément. Donc il y a l'idée aussi de pouvoir vraiment optimiser les machines par rapport au travail qu'on veut leur faire faire. Et donc, l'idée d'avoir quelque chose de très flexible en termes de configuration. Et donc, c'est pour ça qu'on a la possibilité de choisir finalement sa propre machine. Donc, ça aussi, c'est un premier élément qui peut être intéressant à regarder côté Google Cloud. C'est finalement, bah, voilà, par rapport aux éléments que j'ai mis en place, que ce soit dans le monde du REOS, par exemple, avec beaucoup de VM. Au début, on ne sait pas trop est-ce que ma VM qui est on-premise correspond un petit peu au workload que je vais avoir dans ma VM côté Google Cloud. Peut-être qu'en regardant, au bout de quelques mois d'utilisation, on peut se dire qu'on peut peut-être utiliser une configuration vraiment spécifique pour notre charge de travail. Un autre point aussi intéressant, c'est la notion de préemptible VM. On appelle ça aussi de temps en temps les spot VM qui existent d'ailleurs aussi côté AWS. C'est des VM qui ont une durée de vie courte, c'est-à-dire que la VM va durer maximum 24 heures. Ok, donc c'est, comme il l'indique, des virtual machines un peu low cost. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle dure maximum 24 heures et à tout moment, Google Cloud peut la préempter, la prendre, vous la prendre. Et du coup, en fait, sous 30 secondes, il faut que vous puissiez arrêter votre traitement. Ou si c'est un serveur web qui est un peu stateless, bon, c'est pas très grave. Et si vous êtes en train de faire un traitement, il faut pouvoir gérer quand même de la reprise sur erreur. Donc, le fait de gérer la reprise sur erreur, voilà, ça peut être compliqué selon ce qu'on est en train de faire. Mais par contre, on gagne énormément, donc jusqu'à 80% moins cher qu'une instance classique. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes et qu'on retrouve beaucoup, notamment dans le domaine où on peut avoir un orchestrateur au-dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de Dataproc ou de Kubernetes GKE, par exemple. Finalement, côté GKE, on a un orchestrateur qui surveille à chaque fois ce qu'on a en état actuel, ce qu'on a en état désiré. Donc, je désire 5 instances de mon pod. Ils sont répartis sur 2 nœuds, 4 sur un et un pod tout seul sur un autre nœud. Si ce nœud-là disparaît parce que ça fait 24 heures, j'étais en préemptible, finalement, je vais avoir l'orchestrateur Kubernetes qui va se rendre compte, l'état désiré, c'est 5. Mon état actuel, j'ai un nœud en moins, celui où il y en avait un. Du coup, j'en ai plus que 4. Et du coup, il va repopper du coup, mon pod. Donc, on voit du coup que le fait d'avoir un orchestrateur au-dessus fait qu'on a quelque chose qui est résilient et du coup, qui peut être très intéressant de regarder tout ce qui existe au niveau des preemptible VM. Un point aussi rapidement, tant qu'on est dans le monde du IaaS, qui n'est pas toujours évident à gérer, c'est finalement le scaling. Donc, on a la notion de MIG côté Google Cloud qui permet vraiment de gérer un pool d'instances qui auront vraiment la même image de départ, qui vont servir à la même chose. Et donc, on va pouvoir vraiment faire du scaling up and down en fonction des besoins qu'on utilise. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant puisque si on a une charge de travail qu'on estime, je ne sais pas moi, 5 VM tout le temps, peut-être que la nuit, il n'y en a pas besoin. On peut peut-être redescendre à une VM. Et puis qu'en fonction des appels réseau ou de certaines métriques custom, on va pouvoir du coup ajouter des instances sur notre Manage Instance Group. On a vu tout ça. Et puis, il y a un dernier élément qui est très intéressant qu'on a en standard, c'est les Sustain Use Discount. Alors, le principe, il est assez simple. Plus vous laissez
longtemps allumé vos VM, plus vous aurez une réduction dans le mois. Donc là, il présente finalement le graphique de droite est plus compréhensible. Si on laisse la VM allumée 100% du temps sur un mois donné, on peut avoir 30% de réduction sur le prix de cette VM-là. Et on voit que du coup, en dessous de 25%, il n'y a rien de spécial par rapport à ça. Donc en fait, c'est d'un côté en fait une motivation pour avoir une réduction. Si par exemple on a un web serveur et qu'on sait qu'on a besoin toujours d'une instance et qu'on a des appels réguliers, on peut laisser en fait peut-être notre VM tourner tout le temps. Et du coup, on aura 30%, jusqu'à 30% de réduction dessus sur le mois. Donc là, on était vraiment en train de montrer ce qui existe sur étagère en standard sur un modèle pay-as-you-go. On l'a dit tout à l'heure, il y a aussi le monde du serverless, où là, on va être plutôt du coup sur un monde pay-as-you-use. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que dans le monde du serverless, on va essayer de ne pas avoir la notion de server management. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur derrière. Ça veut dire que du coup, toute la partie server management, mise à jour de l'OS, vérification des health checks, etc., tout ça, ça va être vraiment dans un environnement qui est managé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis, souvent de base, on a de l'auto-scaling sur ces éléments-là. Donc l'idée vraiment de laisser les développeurs et les équipes produits se concentrer sur l'ajout de fonctionnalités, sur du code produit, et ne pas passer du temps en fait à gérer les backups, faire du server management, vérifier qu'il y a une nouvelle version, je ne sais pas moi, de Kubernetes ou une nouvelle version de tel produit à mettre à jour, ce genre de choses. Okay, donc vraiment, travailler sur ce sujet-là. Ce qui est intéressant dans le monde du serverless, c'est qu'on est souvent, du coup, comme je l'ai indiqué, sur un monde pay-per-use, où en fait, peu importe le CPU, la mémoire et les requêtes utilisées, on va avoir un billing par rapport au temps exact où on va avoir, par exemple, les requêtes utilisées avec des granularités qui sont souvent en dessous de la seconde. Donc, par exemple, sur le produit Cloud Run, on est plutôt sur une facturation tous les 100 millisecondes par rapport à ce qui est effectué. Et puis, on va avoir une différence aussi entre le moment où nos instances sont up, que ce soit des instances conteneurisées ou autres, et les moments où en fait on va payer pour avoir ces instances disponibles. Et en fait, côté Cloud Run, on va payer le temps finalement que pas l'instance est up, mais le temps où il y a des requêtes qui arrivent à cette instance. Ça, c'est vraiment fondamentalement un pricing model qui change un petit peu la façon aussi de faire des choses côté Google Cloud, mais je veux dire dans le cloud globalement. C'est qu'on va avoir des trucs où on va payer uniquement quand il y a des requêtes qui arrivent. Et tout ça dans un monde conteneurisé. Et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on peut se dire, très facilement, on va avoir un outil comme Cloud Run qui va faire du scaling à 0 et du scaling à n en fonction de la charge. Mais finalement, une fois que j'ai plus de requêtes qui arrivent, je ne vais plus rien payer. Donc si pour le scaling à n, j'ai démarré 5 instances et que l'instant à t plus 1, les 5 instances sont encore up parce qu'elles n'ont pas eu le temps encore d'être détruites par l'orchestrateur, mais que j'ai plus requêtes dessus, du coup, je ne paye plus rien. Voilà, donc c'est vraiment une philosophie en termes de modèle de pricing qui change énormément et qui est arrivé avec Cloud Run côté Google Cloud. Des éléments aussi qui sont importants, c'est comprendre en standard aussi ce qui existe pour mesurer et travailler sur notre facturation. Alors, comme un peu tous les cloud providers, on a une calculatrice disponible, donc le pricing calculator, pour essayer d'estimer ses coûts. Ça peut être utile quand même dans certains cas. Évidemment, on peut avoir une spreadsheet à côté, etc., pour faire différentes simulations, mais quand même, ça nous donne une idée du prix, une petite estimation quand même de ce qu'on veut faire. Par exemple, si on est passé de multi-zone à multi-région, essayer de voir peut-être combien ça pourrait nous coûter à ce niveau-là. Dernier élément aussi qui est assez important, c'est la notion de budget. Donc, de pouvoir en fait définir dans notre compte de facturation Google Cloud, définir du coup des budgets, c'est-à-dire sur notre compte de facturation, indiquer une limite, soit fixée, soit par rapport à une autre métrique, comme par exemple les dépenses du mois dernier, et pouvoir surtout aussi avoir des alertes, donc être notifié. Donc, par exemple, si j'atteins 120% des dépenses du mois précédent, de recevoir potentiellement un email ou différentes notifications qui existent sur différents outils à ce niveau-là. On a aussi des mécanismes aussi de reporting, où on peut construire facilement des dashboards financiers, notamment avec BigQuery et Looker Studio. Et puis le dernier point aussi qui est intéressant à comprendre, c'est que côté Google Cloud, il y a la notion de quota, et que de temps en temps, on peut rapidement atteindre des quotas.
n'est pas forcément lié à la notion de budget, parce que les quotas vont vous bloquer. Si on se disait que c'était pour une notion de budget, finalement, côté Google Cloud, il serait très intéressé que vous consommiez encore plus. Mais c'est aussi une façon de sécuriser. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose un peu de malveillant, il y a des quotas, du coup, qui sont présents pour éviter de trop consommer. Ces quotas-là, du coup, c'était de base dans les différents projets par rapport à leurs produits. Et on peut demander au support, en fonction de ses besoins, si on voit qu'on atteint certains quotas, on peut demander à les augmenter. Mais de base, il y a des quotas qui permettent de freiner un petit peu la consommation des produits côté Google Cloud. Dernier point aussi quand même important à connaître, c'est qu'il existe un free tier. J'ai mis le lien du coup sur la page tout en bas, cloud.google.com/free. Et en fait, vous avez tout un tas d'éléments qui sont valables. Notamment, vous pouvez avoir une instance légère de type Compute Engine aux États-Unis, qui tourne 24 heures sur 24. Vous pouvez avoir côté App Engine jusqu'à 28 heures de CPU disponibles. Vous allez me dire 28 heures de CPU par jour, mais c'est bizarre. Mais non, en fait, ça veut dire que vous avez une instance App Engine disponible plus 4 heures d'une autre instance qui sera offerte gratuitement avec 1 giga de bande passante sortante. Donc ça, c'est le genre de choses qui sont très intéressantes, notamment quand on démarre des petits projets où on ne sait pas trop où on veut aller. Il n'y a pas besoin forcément de payer énormément pour ces projets-là et quand même commencer du coup à travailler. Alors, j'ai beaucoup parlé côté Google Cloud, j'ai montré un petit peu ce qui existe et maintenant je vais rentrer un peu plus en détail sur une partie du coup FinOps avec un élément très intéressant, c'est qu'il existe du coup une FinOps Foundation. Okay, donc, vous pouvez aller sur finops.org et il y a tout un tas d'informations assez intéressantes si ça vous intéresse de regarder et d'étudier un petit peu ce qu'on peut faire côté FinOps. Alors, premier élément que je trouve assez intéressant dans les différents reporting que justement cette fondation propose, c'est un petit peu les tendances du marché. En fait, sur le marché, on voit que les stats, c'est les tendances en 2022. On voit qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui indiquent du coup le mot-clé FinOps sur LinkedIn. Et il y a de plus en plus de messages postés sur le Slack de la FinOps Foundation dans un channel qui s'appelle Jobs pour montrer tout ça qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau mondial, on va le voir juste après, que le FinOps, ce n'est pas juste travailler 5 minutes sur sa consommation, mais qu'on peut avoir vraiment des cellules dédiées à ces aspects-là. En parlant de tendance mondiale, on voit que l'aspect FinOps est très présent aux États-Unis et finalement en Europe. Je n'ai pas la stat pour la France en elle-même, mais en Europe, on est à 32% de personnes qui sont présentes et identifiées comme des practitioners par rapport au nombre de personnes, 7000 membres présents dans la fondation. Donc, on voit du coup qu'il y a quand même du travail encore à effectuer sur ce sujet-là. Une définition du FinOps qui m'a été partagée par Johan, qui est à Zenica Nantes, c'est du coup vraiment se dire que FinOps, c'est contraction de finance et opération. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui travaille main dans la main, de la même manière que le DevOps, pour encourager la coopération au-delà finalement de juste des équipes techniques, mais aussi ajouter l'aspect financier dans la gestion des coûts du cloud. Et j'aime bien du coup présenter ça, c'est que finalement, côté DevOps, souvent on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un standard, une certif, un objectif en soi? Non, c'est tout un tas d'éléments. C'est de la culture, une philosophie, tout un travail de communauté de pratique qui régulièrement se rencontrent et partagent, progressent ensemble. Et finalement, côté FinOps, on va retrouver un petit peu les mêmes éléments. Il y a des principes un peu clés qui ont été définis par la FinOps Foundation par rapport un petit peu au bon pattern, aux premiers écueils qu'il y a eu sur le fait un petit peu de tester une démarche FinOps au sein des entreprises. Premier élément qui paraît assez logique, mais si on a déjà intégré une démarche un peu DevOps ou autre, c'est que les équipes doivent collaborer entre eux et que de la même manière qu'on avait un mur de la confusion au niveau des livrables dans le monde DevOps, il ne faut pas qu'il y ait un mur de la confusion aussi sur l'aspect des dépenses du cloud, de se dire moi je suis une équipe de dev, mes dépenses cloud, c'est pas grave, je laisse ça à la direction financière, ils m'en parleront s'il y a un souci, ils viendront me taper sur les doigts si j'ai fait trop de dépenses. Non, là l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est partagé, qui est accessible et potentiellement avec une team qui est dédiée sur cet aspect-là du FinOps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, côté cloud, on n'est pas dans des éléments où on se dit est-ce que je vais aller dans le cloud ou autre. Il y a beaucoup d'entreprises qui y sont déjà. Et c'est vraiment aussi de travailler sur la valeur métier, la valeur business qu'apporte le cloud et comment travailler au mieux justement avec un ajustement du modèle de prix côté cloud
Juste un rappel, c'est que si vous êtes dans une startup ou n'importe quelle société qui fait un produit, si les dépenses cloud sont linéaires à votre produit, bon, c'est quand même intéressant parce que vous avez une marge qui est importante. Mais si votre CA produit, du coup, dépasse et que votre coût du cloud reste finalement assez stable, bah là, c'est bingo parce que là, du coup, vos marges explosent et du coup, votre entreprise peut travailler sur plein d'autres sujets. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire que le cloud, c'est de se concentrer sur votre business, c'est l'enjeu du cloud. Et là, l'idée, c'est de se dire que côté FinOps, on veut travailler avec une partie financière en plus de ce qu'on a l'habitude de faire d'un point de vue technique. Voilà, donc je l'ai à peu près dit. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce slide-là, c'est vraiment se concentrer. Ce slide est aussi, du coup, issu d'une présentation de la FinOps Foundation. On voit du coup qu'il y a vraiment l'idée de collaborer sur la data pour pouvoir prendre des décisions, et notamment des décisions de dépenses. Est-ce que on migre tel sujet? Est-ce qu'on fait des tests pour passer sur du serverless? Est-ce que finalement, notre Cloud SQL, on arrête d'utiliser Cloud SQL qui est peut-être uniquement dans une zone, mais on passe sur quelque chose comme Cloud Spanner qui est voilà, qui permet de faire des transactions au niveau mondial, voilà, qui coûte plus cher du coup, mais qui permet de faire d'autres choses d'un point de vue métier. Bon voilà, bah, toutes ces décisions du coup peuvent aussi être amenées avec une cellule FinOps qui du coup va mélanger en termes de persona différents profils. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces éléments-là. Et puis, il y a l'idée aussi d'être en discussion avec évidemment les cloud providers, puisqu'il y a tout un tas de choses qu'on peut aller chercher. Alors, je ne parle pas uniquement que des crédits, mais ça peut être aussi en cas de support, en cas de problème. Voilà, si on a un projet qui pose problème, savoir identifier est-ce que le projet est utile, est-ce que c'est parce qu'il y a une personne qui est partie, qui a oublié d'éteindre quelque chose. Voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces éléments-là. Et puis, on voit que dans cette fondation, il y a tout un tas de choses quand même à travailler, puisque l'outillage est vraiment tout neuf, il y a plein de choses et c'est pas très mature encore en termes de travail. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de regarder cette fondation. En termes d'écosystème, donc c'est une fondation, la FinOps Foundation, qui est sous la Linux Foundation, et donc il y a tout un écosystème disponible. Et donc, on va retrouver sur la Linux Foundation, vous savez, il y a la CNCF, Cloud Native Computing Foundation, qui héberge les projets comme par exemple Kubernetes, Prometheus. Mais du coup, on a aussi la FinOps Foundation, qui est là aussi pour travailler sur les différents coûts et peut-être d'outillage sur justement la partie financière qu'on peut avoir dans le cloud. Alors, ça marche un petit peu comme la CNCF. Donc, il y a des membres premières, il y a des membres généraux. On voit qu'il y a tout un tas de sociétés. Et évidemment, on retrouve les différents cloud providers présents dans cette fondation. Donc, on a parlé de la fondation, mais finalement, comment moi, je peux progresser sur le FinOps? C'est là où, en fait, on va trouver différentes personas. On peut avoir quelqu'un vraiment qui est practitioner FinOps, donc qui connaît bien un petit peu les mécanismes de réduction, comment on peut, selon les produits, comment ça peut marcher. Côté exécutif, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de direction, peut-être voilà, travailler sur une orientation où en fait on va choisir plutôt telle technologie pour atteindre ses objectifs. Côté product owner et business owner, c'est aussi travailler pour peut-être se donner des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles façons de faire. Côté finance, de pouvoir travailler un peu tout ça. Et puis côté engineering, on l'a vu tout à l'heure, il y a certaines démarches de stratégie cloud qui nécessitent de rechanger des choses au niveau de son produit, au niveau de son code. Et du coup, il faut forcément des gens aussi par rapport à ça. On a tout un tas de choses disponibles côté FinOps Foundation, donc notamment du training et des certifications. Donc de la même manière qu'on peut avoir toutes les certifications Kubernetes comme la CKAD, la CKA, la CKS, on va avoir une FinOps Beginner à $300. Et par contre, assez impressionnant, c'est le prix de la FinOps Professional, qui est du coup à $3 750. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez incroyable, niveau prix pour une certification. Mais voilà, il faut voir après ce qui est fourni dans le cadre de cette certification. On a aussi de la même manière tout un tas de choses d'un point de vue communautaire. Je n'ai pas trouvé encore vraiment de meet-up dédié à l'aspect FinOps, mais on a aussi la possibilité d'avoir des ambassadeurs du coup de la FinOps Foundation. Et puis comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un Slack avec, maintenant je crois qu'il y a plus de 10 000 adhérents dans le Slack qui échangent régulièrement sur les pratiques FinOps. Il y a aussi, de la même manière, côté CNCF, on va retrouver des choses autour de la KubeCon. Et là, du coup, on va trouver des événements FinOps qui ont lieu régulièrement grâce, du coup, aux différentes sociétés ou aux communautés qui existent.
Si on rentre un peu dans le détail sur le fait de comment je peux progresser autour du FinOps et avec la FinOps Foundation, bah, sachez qu'il y a un mécanisme de capabilities, de la même manière qu'on retrouve ça dans le bouquin Accelerate, où il y a un certain nombre de capacités qui sont décrites. Et ben, on va retrouver la même chose côté FinOps, où on va avoir en fait un certain nombre de capacités décrites par grands domaines pour essayer de s'améliorer. Là, je vous ai montré les 6 grands domaines qui expliquent comment on peut tendre sur des démarches FinOps et accélérer ces démarches-là. Donc, on a la première qui est de bien comprendre déjà l'usage qu'on a et les différents coûts. C'est vrai que si on ne sait pas comment le modèle de pricing de différents produits cloud, ça va être difficile de travailler dessus. Il y a l'idée de se donner le droit à l'expérimentation, à benchmarker, à tracer un peu les performances, d'avoir la possibilité de prendre des décisions en quasi-temps réel, de pouvoir travailler du coup sur la rate optimization, donc vraiment se dire, comme tout à l'heure, par exemple, je parlais des preemptible VM. Cloud Usage Optimization, c'est plus se dire, est-ce que je fais de l'autoscaling, j'éteins la nuit, est-ce que je peux peut-être me committer avec mon cloud provider. Et puis le dernier point qui est aussi très important, c'est d'avoir un alignement d'un point de vue organisationnel, que un peu toutes les personas qu'on a vues juste avant aillent dans le même objectif, dans le même sens. Côté tooling, il y a un certain nombre de choses qui existent aussi. Alors, ce n'est pas encore tout à fait dans la FinOps Foundation, mais je voulais en parler quand même. Donc, il y en a un qui est assez connu, qui est orienté avec tout ce qui est Terraform, qui s'appelle InfraCost, qui permet du coup sur vos MR ou vos PR d'avoir une estimation de l'infra que vous allez popper côté Terraform. Alors ça marche très bien dans le monde du IaaS, ça marche un peu moins bien dans le monde du serverless, puisque du coup, il faudrait pouvoir aussi… alors, je sais qu'il y a des choses qui sont en train d'être travaillées là-dessus, mais pouvoir indiquer par exemple le nombre de requêtes qu'on attend pour pouvoir avoir une estimation du prix. On a aussi dans le monde Kubernetes des outils de plus en plus qui sortent comme KubeCost ou Kube Resource Report, etc. Pour comprendre un petit peu ces dépenses Kubernetes. Et ça peut être dans certains cas aussi pour de la refacturation interne où on aurait un gros cluster Kubernetes, par exemple pour les développeurs ou même pour la prod, mais on a peut-être des pods ou des produits qui sont plus liés au marketing, d'autres qui sont plus liés à d'autres choses. Voilà, donc on voit qu'il y a pas mal d'outils qui commencent à arriver sur le marché pour vraiment surveiller et comprendre un peu tout ça. Et puis, là, c'est un élément de la FinOps Foundation, c'est quels outils les gens utilisent pour supporter leur démarche FinOps. Et en fait, on voit que souvent, c'est différents outils qui sont utilisés, soit de façon vraiment très régulière, soit occasionnellement. Mais on voit qu'il n'y a pas une solution qui sort du marché. Alors, on voit dans les tendances tout à gauche qu'il y a beaucoup d'AWS parce que finalement, dans les personnes qui répondent, il y avait plus de personnes qui étaient sur AWS. Je rappelle que les parts de marché, en gros, AWS est à 34% et Google Cloud à 11%. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre des exemples, d'ailleurs un petit peu comme Accelerate, où il y a pas mal de choses sur les capacités qui présentent un petit peu comment les travailler. Là, il montre des exemples aussi de ce qu'on peut mesurer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayent de montrer que ce qu'on mesure entre l'aspect business, financier et technique n'est pas forcément la même chose. Côté business, nous, on va avoir peut-être un coût par utilisateur actif. Côté financier, nous, ce qui nous intéresse, c'est peut-être ce comité pour avoir un prix par CPU qui est très intéressant. Et puis, côté technique, bah, c'est peut-être de choisir est-ce que je fais un PRA comme ça, un plan de reprise d'activité comme ça, est-ce que je pars en multi-région, ce genre de choses. C'est un peu différent. Et c'est assez intéressant de voir qu'on peut vraiment classer un petit peu les mesures selon différentes typologies de personnes. L'élément qui est intéressant aussi avec la FinOps Foundation, c'est la partie adoption. Et en fait, ils ont essayé de classer les différentes entreprises sur 3 segments différents. La première catégorie, c'est le crawl, les personnes qui commencent à travailler avec du FinOps, les personnes qui wall, qui ont compris un peu ce que c'est le FinOps et commencent à le maîtriser, et les personnes run, qui sont vraiment très à l'aise avec ces démarches-là par rapport aux différentes capacités qu'on a présentées tout à l'heure. Et en fait, ce qui est intéressant vraiment de comprendre, c'est que les personnes qui répondent quelle est votre dépense réelle par rapport à vos dépenses prévues, eh ben, les personnes qui commencent tout juste au FinOps, souvent ont des écarts de 20%, là où les personnes qui ont l'habitude vraiment de faire du FinOps ont des écarts à moins de 5% sur leurs dépenses. Donc, on voit qu'il y a une maîtrise assez forte par rapport à ces éléments-là. Un autre item aussi, dans le même sens, que je trouve assez percutant en termes d'impact FinOps, c'est cette slide-là. C'est du coup le pourcentage de ce qu'on n'utilise pas en termes de commitment. Commitment, c'est de se dire, bah voilà, je m'engage à faire tant
de dépenses sur le mois ou l'année qui vient, et ben finalement, les personnes qui débutent tout juste dans leur démarche FinOps, et ben souvent, en fait, laissent passer chaque mois 14 à 20% de leur commitment, alors que ceux qui ont l'habitude du FinOps, côté run, et ben, dépensent quasi la totalité de leur commitment, de leur discount. Donc, on voit vraiment qu'il y a une maturité par rapport à ça qui est présente. Dernier élément aussi, c'est comment on promeut la FinOps, l'adoption d'une démarche FinOps dans son organisation. Il n'y a pas de mystère, hein, c'est un peu aussi comme une démarche FinOps, DevOps claire, etc. Il faut à la fois un sponsor, donc la partie exécutive directive, mais aussi une adoption organique, donc vraiment aussi d'avoir des gens, vraiment une démarche bottom-up où les gens prennent en compte ces éléments-là pour travailler ensemble dans cette démarche-là. Donc voilà, c'est vraiment un peu les deux. C'est juste que ça veut dire aussi qu'il faut laisser du temps, il faut expérimenter. Donc c'est des choses aussi importantes. Et puis la partie gamification, voilà, il faudrait y lire un peu plus. Je trouve quelque chose, c'est assez intéressant de voir cette partie-là. Une fois qu'on a vu un petit peu donc, ce qui est disponible en standard côté Google Cloud, ce qui est disponible en termes de tendance avec la FinOps Foundation, il y a l'idée de réfléchir, mais finalement, comment je peux appliquer ces éléments-là au monde Google Cloud. Ok, c'est bien beau, hein, j'ai vu plein de choses. Mais concrètement, comment je peux travailler sur ces sujets-là? Alors, pour revenir à ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a un certain nombre de leviers disponibles. Le premier en haut à droite qui est en jaune, c'est la partie redimensionnement. On a vu qu'on peut gérer voilà, quelque chose de custom. On peut aussi, tout ce qui est planification, ressources orphelines, donc tout ce qui est auto-scaling, manage instant group peut nous aider en fait à travailler sur ces éléments-là pour travailler nos ressources sur une plage d'utilisation, soit horaire, soit par rapport à des pics de charge. Les ressources préemptibles, on l'a vu aussi tout à l'heure avec la notion de spot VM. Les solutions de stockage, c'est d'utiliser la bonne chose pour stocker. Côté cloud storage, par exemple, il y a différentes classes de stockage et il y a un prix qui évolue énormément selon la fréquence d'accès. Et puis, les derniers éléments, c'est aussi l'architecture, finalement, maîtriser son infra, quelque chose d'important. Et puis, côté optimisation, analyse des coûts et engagement de ressources, c'est deux éléments qu'on peut travailler un peu plus finement en exportant tout un tas d'éléments côté Google Cloud dans BigQuery, les analyser et puis peut-être s'engager sur des ressources. On va le voir juste derrière. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, OK, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Eh ben, j'ai un premier exemple en parlant de Firebase. Et ça, c'est venu avec Flavien Normand, qui, du coup, m'a expliqué un élément assez intéressant. Il en a fait d'ailleurs un article de blog, hein, donc n'hésitez pas aussi à regarder sur dev.to/Zenica. En fait, il explique qu'il avait un projet, il utilisait beaucoup côté Firebase la Real-Time Database, donc la RDB, la Real-Time DB, qui est disponible dans Firebase, qui est assez intéressante, puisque vous pouvez stocker pas mal de données qui changent très régulièrement, donc des indicateurs, des compteurs, donc assez idéal. Mais finalement, on est facturé au giga transféré. Et donc, il s'était rendu compte qu'au bout d'un moment, il stockait beaucoup de choses dans cette real-time DB. Et le coût, du coup, explosait par rapport à son usage. Et finalement, du coup, il a dû travailler pour passer, en fait, une partie de ce qu'il faisait avec la real-time DB, passer sur Firestore, qui est orienté document, donc qui est assez intéressant, puisque du coup, on n'est pas forcément à payer sur le volume transféré, on est payé sur le nombre d'opérations qu'on fait sur le document. Donc finalement, on voit qu'il y a un élément assez intéressant, c'est que si on fait énormément de modifications et qu'elles sont petites, la real-time DB est très intéressante, typiquement un compteur, ce genre de choses. Par contre, si on fait des éléments avec des sauvegardes, des gros documents et donc beaucoup de gigas qui sont transférés, c'est de travailler du coup plutôt avec Firestore. Et typiquement, si on veut compter les éléments dans Firestore, ce genre de choses, il faut faire attention à ne pas charger tous les documents pour les compter, puisque du coup, on va du coup faire une lecture sur tous les documents, par exemple. Donc voilà. Et côté Firebase, il y a un autre exemple aussi qui m'avait soumis, c'était l'idée aussi, on peut avoir des listeners sur certains documents. Et du coup, faire attention, si on met un jour un document, on va mettre à jour tous les listeners. Donc, si les listeners, c'est vos utilisateurs qui sont côté web ou côté mobile, potentiellement, vous pouvez avoir une lecture fois, je ne sais pas, 1000, 100 000 utilisateurs. Et donc, en fait, vous faites une écriture, mais derrière, vous avez payé pour 100 000 lectures aussi. Donc ça, c'est des éléments aussi qu'il faut vraiment connaître et c'est lié vraiment au modèle de prix de votre outil. Le second exemple, c'est GKE, donc Google Kubernetes Engine.
où en fait, on peut retrouver beaucoup de choses qu'on peut faire d'un point de vue Kubernetes pour rationaliser les coûts. Là, pareil, je fais de la pub sur un autre Zenica, Benoît Couetil, qui est de Zenica Rennes, qui explique un petit peu comment il a travaillé pour aider certains clients à rationaliser leurs coûts et jusqu'à du coup 75% d'économie. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que côté Kubernetes, on va avoir un certain nombre de nœuds qui vont être popés au fur et à mesure et qu'on peut avoir une sous-utilisation de nos nœuds. Donc, en fait, on paye pour des nœuds, mais en fait, on ne les utilise pas beaucoup. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de choses à travailler là-dessus. Et puis, dernier point intéressant aussi qu'on peut avoir avec le monde Kubernetes, c'est utiliser des éléments pour faire de l'autoscaling depuis zéro. Et donc, on peut avoir des mécanismes comme KEDA ou Knative. Donc, KEDA porté par Microsoft, Knative qui est porté au départ par Google Cloud, mais qui a été redonné à la CNCF, qui permettent vraiment d'avoir du scaling depuis zéro. Un autre exemple, c'est tout ce qui est CUD. On va revenir dessus. L'idée, c'est quoi des CUD? C'est de pouvoir faire un commit. Donc, ça s'appelle Committed Use Discount. Faire du coup un commit, c'est-à-dire s'engager pour une durée déterminée de 1 an ou 3 ans avec Google Cloud. On trouve deux types de CUD. Les CUD qui sont basés sur les ressources et les autres qui sont basés sur vos dépenses. Donc, l'exemple, c'est par exemple, sur les ressources, ça va être tel type de CPU pour tel type de machine, par exemple. Donc, ça va être très orienté avec le monde IaaS, comme je vous avais dit, côté